On ouvre le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Il est 6h15. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions. Jean-Philippe Ballas qui regarde le monde et qui l'écoute ce matin. Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et ce cri du cœur en une de La Croix. Que faire pour Madaya affamée ? Madaya, la ville syrienne assiégée depuis 6 mois par les troupes gouvernementales syriennes. C'est la question que l'on posera tout à l'heure à 6h45 au porte-parole du CICR. Il sera l'invité d'Europe 1 vous répond. Du Figaro qui titre « Rockstar au sans visage à l'humanité ». Le rock pop art. Tous vos journaux rendent très largement hommage à David Bowie. Libération propose un numéro spécial, 32 pages, avec à la une très belle photo pleine de douceur. Elle a été prise en 2000. On voit David Bowie allongé sur une banquette et posé sur son torse sa fille, son bébé à l'époque, Alexandria. David Bowie, à l'avant-garde jusque dans le business, admire les échos. Fasciné par les nouvelles technologies, il a été un des premiers à distribuer sa musique sur Internet et à réunir ses fans autour de son site. À la fin des années 90, il avait même fait appel à la bourse pour financer le rachat des droits sur son catalogue. Et cruelle ironie de la vie, la une d'aujourd'hui en France, la moitié de la une consacrée à Bowie, l'autre au cancer, ce cancer qui l'a fauché, qui l'a emporté, avec quand même l'espoir que suscitent les nouvelles façons d'opérer. Il y a de la politique également. L'idée de la primaire à gauche lancée par Libération hier semble déjà avoir du plomb dans l'aile. Sa mort à gauche, écrit Libé. Les écologistes applaudissent, certes, mais Cambadélis est encore sceptique, Mélenchon hostile. La primaire, très peu pour lui, semble conclure le Figaro. Lui, c'est François Hollande, dont un proche semble jouer les porte-paroles ce matin. Non mais vous le voyez être président le jour et aller faire l'andouille le soir avec Benoît Hamon et compagnie. Fermez le banc. Tiens quand même, une question. Qui disait fin 2011 ? Si vous êtes président, y aura-t-il des primaires pour 2017 ? Réponse : oui, c'est un principe désormais inscrit dans le temps et dans l'espace politique. Qui François Hollande. Oui, et oui. Eh ben oui, c'est vrai. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes de la PQR, la presse quotidienne régionale, que vous avez retenues ce matin ? Celle de la Voix du Nord, d'abord, avec la mise à disposition pour les migrants des premiers containers. Hier à Calais, un camp qui pourra accueillir jusqu'à 1500 personnes, alors qu'un autre camp humanitaire va bientôt être créé à Grande-Synthe. Dans Presse Océan, une mystérieuse réunion qui fait l'unanimité contre elle. Un vétéran d'un régime ukrainien, d'un régiment ukrainien proche de la mouvance néo-nazie, doit donner une conférence à Nantes samedi. Nul ne sait où la réunion doit avoir lieu. La préfecture promet d'étudier le dossier. Un chiffre également à la une, 3000. Comme le nombre d'emplois en CDI à pourvoir tout de suite dans la région de Lyon. 75 entreprises embauchent, titre à la une du Progrès ce matin. Et des annonces qu'on retrouve, j'imagine, sur le site du Progrès de Lyon. 3000 CDI à pourvoir dans la région. L'histoire du jour, c'est le cassoulet superstar en une du Midi Libre. Oui, le cassoulet, il n'y a pas d'heure pour en manger, c'est 6h18. le nouveau plat tendance, paraît-il, à New York. Alors Jean-Philippe, je parle sur votre contrôle, mais c'est vrai qu'à New York, les tendances vont très très vite, oui. côté culinaire. Eh bien, il y a eu un festival qui a été consacré au cassoulet dimanche dernier à New York. La confrérie du cassoulet de Castelnaudary vient même d'envoyer pour les États-Unis des centaines de flyers, histoire d'assurer le service après-vente. Et pour l'un des chefs de la région, la prochaine étape, c'est le Japon. Il y a déjà des journalistes et des restaurateurs de l'île qui sont venus pour voir comment se fait un cassoulet. D'ailleurs, est-ce que vous savez quelques-uns ? C'est très long, mais c'est très bon. Est-ce que vous connaissez quelques-uns des ingrédients du cassoulet ? Les haricots. La saucisse. Oui. La saucisse. Oui. Le confit de canard, le jarret de porc, les saucisses aussi, voilà, c'est ça. Alors, ce cassoulet... Vous mettez 2 fois des saucisses alors. Ah oui, exactement. Une fois avec Axel, Parce qu'Axel l'avait dit. On en met une première fois. Et les faillots aussi. Puis oui, mais les haricots. Les haricots, c'est des blancs. haricots, Axel. Oui. En tout cas, en mars La dernière fois qu'il a cuisiné, Axel, il a fait des trous dans un film qui va au micro-ondes. En tout cas, en mars prochain, ce sont 2 à 3 000 portions de cassoulet qui vont être servies pendant une semaine aux Japonais qui s'occupent de tout, des cassolettes aux haricots en passant par la viande, même s'il a fallu se battre, raconte le chef Philippe Soloviev, parce que la cuisse grasse, c'est pas le truc des Asiatiques, paraît-il. En tout cas, la preuve que le cassoulet, c'est tendance. Cette année, la production de haricots de Castelnaudary va augmenter de 500 à 550 tonnes. C'est un record. C'est une très bonne nouvelle. Bonne digestion. Bien. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ah bah évidemment, vous nous parlez aussi de David Bowie, mais
David Bowie en version très jeune. Ouais, on va voyager dans le temps avec un article du New York Times daté du 11 juillet 1971. Je l'ai retrouvé dans les archives du site. À l'époque, Bowie est un tout jeune artiste d'une vingtaine d'années. Il commence à peine à se faire connaître aux États-Unis. Et le moins qu'on puisse dire, les amis, c'est que la journaliste qui signe la critique va avoir du pif. Elle s'appelle Nancy Errich et elle décrit l'artiste comme un homme intellectuellement brillant, méticuleux, une voix, une musique, des textes avec une lecture à plusieurs niveaux. Elle vous conseille d'ailleurs de vous procurer un album plus ancien, pas facile à trouver dans les magasins de disques, dit-elle, mais ça vaut le coup de le commander en Angleterre ou de l'emprunter à un ami. Eh ben oui, parce qu'à l'époque, Internet n'existe pas et il faut une certaine volonté pour dégoter les trésors de ses idoles. Mais ça vaut le coup manifestement parce qu'il y a 45 ans, la journaliste du New York Times écrit ceci. C'est une vision complète, cohérente, brillante que Bowie a su créer. La preuve supplémentaire que ce qu'on appelait avant le rock'n'roll est devenu une forme d'expression sans limite. Et la critique de conclure ainsi, catégorique, prémonitoire. Le jour viendra où Bowie sera une star. On est en 71. Hein. Sa musique sera jouée dans les halls d'hôtels et les ascenseurs 11 juillet 71 dans le New York Times. Et Bien voilà, joué. donc, ah, bien vu, bien vu, bien vu. Mieux que les critiques musicaux qui ont écouté le nouvel album vendredi dernier. Personne n'avait vu passer Lazarus, qui est une chanson d'adieu. C'est incroyable. Et le clip qui va avec, le texte, il faut lire le texte, c'est prémonitoire. Ça semble évident après, mais c'est vrai que sur le coup, personne n'a rien. C'est toujours plus facile après qu'avant. Hein. Il nous parle du paradis, quoi, dans cette chanson. Heaven. Et En direct du paradis. Heaven. Axel de Tarlet, les centres-villes se vident de leur commerce, c'est-à-dire dans le monde aujourd'hui. Exactement, le monde s'est intéressé, vous savez, à toutes ces villes moyennes, type Saint-Brieuc, Quimper, Béthune, Troyes, Avignon, parfois ils en citent plein comme ça, des villes où, où les boutiques ferment. Par exemple, à Calais, vous avez 21% des commerces qui sont vacants maintenant. À Vierzon, 23%. Béziers, 24%. Dans des quartiers entiers, on ne trouve plus de boulangerie, etc. Si vous ajoutez là-dessus l'État qui se désengage, qui ferme des commissariats, des tribunaux ou des maternités, vous avez un vrai casse-tête pour les municipalités parce qu'en plus, ces centres-villes qui se vident, ça veut dire moins de recettes fiscales, ça veut dire des maires qui ont eu la tentation dans un premier temps d'accroître la pression fiscale sur ceux qui restaient, ce qui accélérer les départs et donc c'est un casse-tête aujourd'hui. Vous avez toutes ces villes moyennes qui se vident. Alors l'explication, c'est que dans ces villes moyennes, c'est le contraire des grandes métropoles. Les gens un peu aisés, les classes supérieures, que font-elles ? Elles vont s'installer en périphérie. Elles vont acheter une belle maison à 2 km. À côté des centres commerciaux ensuite, qui entourent la ville. Et puis parallèlement, quand elles veulent faire leurs courses, vous avez des municipalités qui ont mis en place la piétonisation des centres-villes. Donc on ne peut plus se garer. Alors du coup, que font-elles, ces mairies ? Elles font marche arrière. On a, véridique, j'ai appris ça, vous avez des maires qui dépiétonnent et qui transforment des zones piétonnes en parking. Vous avez qui rouvrent les couloirs de bus à la circulation automobile, qui instaurent le parking gratuit pour dire aux gens revenez. Mais c'est un peu tard parce qu'en parallèle, vous avez des centres commerciaux qui sont installés et qui tuent totalement. Et qui défigurent les villes. Et du Autour coup, vous avez d'Avignon, c'est affreux. Voilà, Avignon est cité. Et vous avez à Roubaix, vous avez le centre-ville qui s'écroule. Et donc la mairie qui en est réduite maintenant, il y a des bâtiments qui s'écroulent, à donner pour 1 euro symbolique des bâtiments ou des maisons à des habitants. Alors à charge ensuite à eux de faire les travaux, etc. pour les réentretenir. Voilà. Et donc c'est un sauf qui peut. Les seuls qui s'en sortent, ce sont les villes touristiques. Les centres-villes se vident de leur commerce, c'est-à-dire dans le monde. C'est pas très gai non plus avec Eva Rogue. Naufrage du Costa Concordia, que s'est-il vraiment passé ? C'est à voir à 20h55 ce soir sur W9. Vous savez, le 13 janvier 2012, en fait, c'est la date anniversaire, on assistait à cette scène stupéfiante, ce cargo, cet énorme paquebot qui s'échoue sur les rochers de la petite île italienne du Giglio. Alors le documentaire va retracer cette nuit d'enfer, qui s'est soldée quand même par un bilan très lourd, puisqu'il y avait eu 32 morts. Alors avec des images filmées par les passagers qui sont absolument effrayantes, des reconstitutions 3D qui sont extrêmement bien faites, et puis surtout les témoignages des rescapés. Il est 21h45, le Costa Concordia vient de se fracasser sur un rocher, panique à bord. Les gens hurlaient, se précipitaient, se levaient, criaient. Moi j'ai eu le temps de me dire, non, c'est pas le Titanic. En 2012, c'est pas le Titanic. Et cependant, là, la confusion, les cris... Alors, même ambiance, quand enfin les opérations de sauvetage ont pu débuter, c'est Anne, une Française qui était rescapée, qui le raconte. J'entends la chaloupe qui descend avec des hurlements. Ces hurlements de terreur sont gravés à tout jamais dans ma mémoire.
Et tout ça, Voilà, ce ce sont sont des hurlements qui ont été rajoutés par la pas du production tout. après. C'est Non, les non, vrais, non, c'est pas le du vrai tout. son. C'est les vrais sons. Et c'est ce que j'allais vous dire. Ce sont les films qui ont été tournés par les passagers sur dis donc. le paquebot. Et c'est ça qui est assez stupéfiant et surprenant parce qu'ils ont récupéré vraiment une masse d'archives comme ça. Et l'enquête d'ailleurs est très précise. Alors évidemment, ils prouvent les erreurs du commandant Schettino, le fameux Schettino qui a pris des risques inconsidérés. Alors il a raté une manœuvre, menti aux passagers et abandonné son Il a quitté bateau. le navire, voilà, Exactement. Mais il voulait faire coucou à sa famille, on disait. Là. Exactement, Il sur longeait la l'île côte en question. Exactement. Et alors les enregistrements entre lui et le capitaine Di Falco, qui lui va prendre en charge les secours, sont effrayants aussi. Qu'est-ce que vous faites, capitaine? Je fais la coordination des secours. Mais qu'est-ce que tu coordonnes là-bas? Va à bord et fais la coordination des secours une fois à bord. C'est un ordre. Ne cherchez pas d'excuses. Vous avez déclaré l'abandon du navire, maintenant c'est moi qui commande. Vous remontez à bord. Et il n'est jamais remonté à bord, évidemment. Quelle hein. tension, on sent. Exactement. Ouais. Alors la précision de l'enquête quand même permis de mieux se rendre compte en fait comment s'est passé cette nuit-là, ce qui s'est passé vraiment. Alors seul regret, c'est la musique, une musique anxiogène qui est venue rajouter sur le documentaire, qui nous ferait passer ça pour un film de science-fiction genre le Titanic 2 quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Réalité. Naufrage du Costa Concordia, que s'est-il vraiment passé? Soirée présentée par Nathalie Renaud sur W9 ce soir à 20h55. Rideau sur le kiosque.